Les terrains de Pembroke étaient enveloppés d'une brume dorée cet après-midi-là, le doux bourdonnement des voix s'estompant tandis que la voix de l'annonceur crépitait dans les haut-parleurs. Un silence s'est installé dans les tribunes lorsque la concurrente suivante a été appelée, Beatrice Langlais, une figure montante du circuit équestre junior. À seulement 15 ans, elle affichait le calme et la sérénité d'une personne bien plus âgée. Elle entra dans l'arène sur son impressionnant ongralzan, Winston, dont la bride polie brillait sous le soleil, et dont les sabots claquaient avec une force contenue. L'expression de Beatrice était indéchiffrable, concentrée, presque solennelle. Pour la foule, c'était un regard déterminé. Pour ceux qui connaissaient son histoire, c'était quelque chose de plus profond. Ce n'était pas qu'une simple compétition. C'était l'anniversaire du décès de son père. 5 ans plus tôt, il avait été retrouvé sans vie dans les écuries de leur maison de campagne. Depuis, l'équitation était plus qu'un sport. C'était son lien avec l'homme qui autrefois chuchotait aux chevaux comme s'il comprenait l'anglais. Winston avait été le dernier poulain choisi par son père, et d'une certaine manière, le cheval semblait porter un morceau de lui dans son âme. Samuel Caro, son entraîneur, se tenait silencieusement près de l'entrée de l'arène, les bras croisés sur sa veste en tweed. Homme de peu de mots et de sourires, Samuel avait pris Beatrice sous son aile alors que la plupart des autres entraîneurs refusaient de la toucher. Trop instable émotionnellement pour la compétition, disait-il. Mais Samuel vit quelque chose en elle. Une tempête silencieuse. Cette même tempête que son père portait autrefois derrière ses yeux. Et maintenant, elle était là, prête sous les yeux du jury le plus traditionnel de Pembroke. La première moitié de la routine fut impeccable. Winston répondait à chaque signal avec fluidité et puissance. La posture, le timing et le toucher de Beatrice étaient presque parfaits. Le public se penchait en avant, captivé par l'harmonie entre le cheval et son cavalier, une fluidité qui confinait à la poésie. Mais à l'approche du dernier virage, tout a changé en un clin d'œil. L'étrier gauche de Beatrice glissa. Son genou tressauta. Son équilibre vacilla, puis elle tomba. Des cris de surprise parcoururent la foule. Son corps heurta le sol avec un bruit sourd qui résonna, son casque s'inclinant légèrement sous l'impact. Elle resta allongée là, sonnée, la douleur lui fusant à la hanche. Les fonctionnaires commencèrent à bouger, mais Winston ne s'enfuit pas. Il s'arrêta aussitôt, se retourna et revint lentement vers elle. D'un pas prudent, il baissa la tête et lui donna un petit coup d'épaule, non pas par confusion, mais par tendresse. La foule, stupéfaite, regarda le grand ogre s'agenouiller, une jambe posée comme pour se rapprocher d'elle. Les yeux de Beatrice s'embuèrent lorsque sa main toucha son museau. Ce n'était pas seulement une chute. C'était un souvenir qui surgissait de terre sous ses pieds. Quelque chose dans la façon dont Winston la regardait, dans sa façon de s'approcher d'elle, réveillait quelque chose d'ancien et d'enfoui. Alors que les ambulanciers s'approchaient, Beatrice murmura, il savait. Ce que Winston savait et comment allait démêler tout ce qu'elle pensait comprendre de son père et d'elle-même. L'attente médicale du complexe de Pembroke était silencieuse, à l'exception du bruissement occasionnel des tissus et du murmure des voix à l'extérieur. Beatrice était assise au bord d'un lit pliant, la hanche droite enveloppée d'une compresse froide. Son visage était pâle non pas à cause de la douleur, même si elle était bien présente mais à cause de quelque chose de moins visible. Son regard était vague, fixé sur un point juste au-delà du rabat tendu, où Winston se tenait attaché, la tête baissée, immobile et calme comme toujours. Elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que le cheval avait su, non seulement à propos de la chute, mais aussi de quelque chose de plus ancien. Samuel Caro se tenait à ses côtés, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il avait vu de nombreux jeunes cavaliers tomber, mais quelque chose chez celui-ci le déstabilisait. Pas la blessure. Beatrice remonterait à cheval. Il en était sûr. Mais la façon dont Winston s'était comporté. Les chevaux ne se couchaient pas. Pas au milieu d'une arène. Pas avec les flashs des appareils photo et les cris des gens. Il a réagi comme... Commença Samuel, puis s'interrompit. Comme une personne,
avait-il voulu dire. Mais il n'était pas prêt à exprimer cette pensée à voix haute. Au lieu de cela, il s'éclaircit la gorge et demanda « Ça va, ma belle ?» Béatrice hocha faiblement la tête, bien que ses lèvres tremblaient. « Ce n'était pas seulement la chute », dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Quand il me regardait, c'était comme s'il savait quelque chose. Comme s'il se souvenait de quelque chose dont je ne me souvenais pas. Elle s'arrêta, les yeux fixés sur ses mains. J'avais cette image en tête le jour de la mort de mon père. J'étais dans l'écurie. Winston n'était qu'un poulain. Il fixait la porte de la stalle, immobile et silencieux, comme aujourd'hui. Samuel ne répondit pas. Il avait ses propres souvenirs de ce jour-là, et il ne correspondait pas non plus à la version officielle. Plus tard dans la soirée, de retour à Rose Hill Farm, le domaine de l'anglais niché juste à l'extérieur du Wiltshire, Béatrice boitait dans le couloir en direction du bureau. Sa mère, Margaret, était partie la veille pour Londres afin d'assister à un séminaire pédagogique. Seule dans la maison silencieuse, Béatrice se sentit attirée par le seul endroit qu'elle avait évité pendant des années, l'ancien bureau de son père. La porte grinça lorsqu'elle l'ouvrit, la poussière dansant dans l'air comme des esprits perturbés. La pièce était exactement comme il l'avait laissée. Le même fauteuil en cuir marron. Le globe terrestre fissuré sur la table d'appoint. Le lourd bureau en chêne, verrouillé, comme toujours. Elle tendit la main sous le bureau, traçant le bord du bout des doigts jusqu'à ce qu'elle trouve la petite clé en laiton collée en dessous. Son père lui avait appris à cacher quelque chose quand elle avait 8 ans, lui montrant où il gardait les choses importantes qu'il ne fallait pas voir trop tôt. Sa main tremblait lorsqu'elle glissa la clé dans la serrure. Le bureau émit un léger clic. À l'intérieur, elle trouva des papiers jaunis, de vieux cahiers et un petit journal relié en cuir avec les initiales de son père imprimées sur la couverture, EL. Elle se figea. Quelque chose au fond de sa poitrine se serra. Elle tint le livre quelques secondes avant de l'ouvrir. La première page était blanche. La deuxième aussi. Mais sur la troisième page, elle était là, une ligne écrite dans l'écriture penchée familière de son père. Winston n'est pas qu'un cheval. Il se souvient. Béatrice fixa la phrase jusqu'à ce que l'encre semble se fondre dans le grain de la page. Winston n'est pas qu'un cheval. Il se souvient. L'air dans le bureau semblait soudain plus lourd, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Elle tourna lentement la page, le cœur battant dans sa poitrine. Que voulait dire son père? Les chevaux ne se souvenaient pas comme les humains, pas comme ça. Et pourtant, Winston l'avait regardé dans cette arène avec quelque chose de plus que de l'instinct. Quelque chose de douloureusement humain. Le journal continuait, non pas par entrées ordonnées, mais par fragments. Des pensées griffonnées entre des schémas d'anatomie équine et des fragments de poésie. Son père, Édouard Langlais, avait toujours été un homme de science avec une âme de poète. Sur une page, on pouvait lire « Il y a des moments où Winston me regarde et j'ai l'impression qu'il essaie de parler. » Pas avec des sons. Avec la mémoire. Un autre, il réagit à certains endroits comme s'il y était déjà allé. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Les doigts de Béatrice tremblaient en lisant. Ce n'étaient pas des notes d'entraînement. C'étaient des confessions ou des craintes secrètes qu'il n'avait jamais exprimées à voix haute. Elle tourna une autre page et trouva un nom point Harold Finch griffonné à côté. Son père avait écrit. S'il m'arrive quelque chose, il saura quoi faire. Pose-lui des questions sur Rose Hill. Sur le jour de la naissance de Winston. Et les autres. Autres? La gorge de Béatrice se serra. Y avait-il d'autres chevaux comme Winston? D'autres secrets enfouis sous la routine polie de la vie à la campagne et les portes poussiéreuses des écuries? Elle avait toujours pensé que son père était mort d'un anévrisme. Soudain. Tragique. Hasardé. Mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Pourquoi un homme inquiet de ce qui pourrait arriver écrirait-il ce genre de message? Cette nuit-là, elle ne put dormir. Le journal était ouvert sur son lit, le nom Harold Finch entouré au crayon. Elle se souvenait vaguement du nom.
Un des vieux amis de son père, peut-être quelqu'un des premiers jours à Rose Hill Farm. Elle se leva juste avant l'aube, enfila ses bottes et se glissa vers les écuries. Winston était réveillé, debout silencieusement dans son box, la tête levée alors qu'elle s'approchait. « Tu le connaissais » murmura-t-elle. « N'est-ce pas ?» Winston s'avança, pressant doucement son museau chaud contre sa poitrine. C'était le même geste que dans l'arène, silencieux, délibéré. Béatrice posa son front contre le sien, le souffle tremblant. « On va découvrir la vérité, toi et moi, » murmura-t-elle. Plus besoin de se cacher. Plus besoin de deviner. Elle se tourna pour partir, mais alors qu'elle reculait, sa botte s'accrocha au bord d'une planche du plancher, qui n'était pas tout à fait à niveau. Curieuse, elle s'accroupit et l'ouvrit. La planche se souleva avec une facilité surprenante. En dessous, enveloppé dans une vieille toile de jute, se trouvait un deuxième carnet, beaucoup plus ancien, et taché d'une manière qui lui serrait l'estomac. Elle n'avait pas seulement ouvert un tiroir sur le passé. Elle avait levé le rideau sur quelque chose de bien plus profond. Et cette fois, elle ne pourrait plus le refermer. Le deuxième carnet était plus petit que le premier, sa couverture en cuir était usée et tachée, les bords effilochés par le temps. Ça sentait vaguement le foin, le vieux papier et quelque chose de plus métallique, de troublant. Béatrice était assise sur une botte de foin dans la pénombre des écuries, les mains légèrement tremblantes tandis qu'elle dénouait la ficelle qui la retenait. Les premières pages étaient écrites d'une écriture différente, plus nette, plus précipitée que celle de son père, et dataient de près de 16 ans. En haut d'une page, à l'encre grasse et irrégulière, elle lut « Projet Ashmore ». Elle lut en silence, chaque mot la plongeant un peu plus dans une réalité dont elle ignorait l'existence. Le carnet n'était pas seulement personnel. Il était technique, comme un rapport de terrain, parsemé d'observations, de schémas et d'un langage étrange qui lui rappelait la sténographie militaire. On parlait de mémoire adaptative, de familiarité génétique et d'une expression récurrente, le transfert émotionnel entre les cycles. Béatrice ne comprenait pas tout cela, mais une chose devint claire. Winston, et peut-être d'autres chevaux comme lui, avaient fait partie de quelque chose de plus vaste, de secret. Et, d'une manière ou d'une autre, son père avait été impliqué dès le début. Un nom familier apparaissait au milieu de la page, Harold Finch, indiqué comme conducteur, phase initiale de conditionnement. Cela confirmait son affirmation. Finch n'avait pas seulement connu Winston, il avait contribué à son éducation, peut-être même à son entraînement, avant que son père ne ramène le poulain à la maison. Sa poitrine se serra sous le poids de cette nouvelle connaissance. Pourquoi sa mère n'avait-elle jamais rien dit de tout cela? Et pourquoi son père avait-il caché ce carnet sous le plancher, et non dans son bureau? Ce choix semblait délibéré, comme s'il savait que quelqu'un viendrait un jour chercher des réponses. Béatrice se leva et se dirigea vers le box de Winston, son carnet toujours serré dans sa main. Il la regarda approcher avec le même calme et le même silence. « Tu portais quelque chose, n'est-ce pas » dit-elle doucement. Quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Elle passa la main à travers les barreaux et caressa doucement son visage. Ses yeux ne clignèrent pas. Il la fixait simplement avec attention, comme pour confirmer tout ce qu'elle commençait à soupçonner. Quoi que Winston ait vécu, quoi qu'il en soit, cela ne s'était pas terminé avec la mort de son père. Cela vivait encore en lui. Au petit déjeuner, Béatrice confronta sa mère pour la première fois depuis des mois. « Maman, dit-elle en posant le carnet sur la table de la cuisine, t'a-t-il déjà parlé d'Ashmore ou d'un certain Harold Finch ?» Margaret se figea en plein milieu du service, le thé débordant légèrement de sa tasse. Son visage se colora avant qu'elle ne se ressaisisse. « Non, dit-elle rapidement. Trop vite. Pourquoi le ferait-il ? Mais ses mains, légèrement tremblantes, ne parvenaient pas à stabiliser la tasse. Béatrice ne dit rien, mais elle remarqua chaque détail. Plus tard dans la journée, Béatrice sortit son ordinateur portable et tapa dans la barre de recherche « Harold Finch plus Rose Hill Farm ». Un seul résultat apparut, une nécrologie non pas pour Harold, mais pour sa femme.
Sur la petite photo jointe à la page commémorative, juste derrière l'homme en deuil, Béatrice aperçut le jeune Winston debout à l'arrière-plan des funérailles. Cette photo la hanta. Béatrice fixait l'image granuleuse de la page nécrologique, les yeux fixés sur l'arrière-plan. Là, derrière les personnes en deuil rassemblées en noir, se tenait Winston, reconnaissable entre mille. Même alors, plus jeune et plus mince, il affichait la même posture, la même vigilance tranquille. Il avait assisté aux funérailles de la femme d'Harold Finch, près de 10 ans avant que Béatrice ne le monte. Mais cela soulevait une question trop étrange pour être ignorée. Comment Winston, censé être né à Rose Hill 6 ans auparavant, était-il apparu sur une photo datant de 10 ans? Elle imprima l'image et la glissa dans la poche de son manteau. Il n'y avait qu'un seul endroit qui pouvait désormais avoir des réponses, Ashmore Village, un hameau isolé à environ 30 miles à l'ouest du Wiltshire, niché à la lisière d'une forêt du même nom. D'après le carnet, Ashmore avait autrefois été un centre d'entraînement, aujourd'hui abandonné depuis longtemps. Béatrice ne dit pas à sa mère où elle allait. Elle laissa un mot et prit le train à l'aube, le journal et les 2 carnets bien serrés dans sa sacoche. Winston resta à Rose Hill, mais elle sentit sa présence comme s'il était à côté d'elle, sur le siège vide. Le village était silencieux, enveloppé d'un voile de brume qui donnait aux vieilles maisons et aux murs de pierre sèche l'apparence de vestiges d'un autre temps. Béatrice descendit lentement la ruelle principale jusqu'à ce qu'elle trouve le nom qu'elle cherchait, sur une boîte aux lettres rouillées, H. Finch. Derrière elle, la chaumière était modeste, nichée entre 2 chênes sans feuilles. Elle hésita devant le portail. Ses mains étaient froides, mais sa détermination était brûlante. Lorsqu'elle frappa, il y eut un long silence avant que la porte ne grince. Harold Finch était plus âgé qu'elle ne l'aurait cru, au moins 70 ans, mais le regard perçant, le visage marqué par des décennies de vie difficile et de silence. Il ne parut pas surpris de la voir. « Tu es la fille de l'Anglais », dit-il d'un ton neutre en s'écartant. « Entre alors. » Béatrice franchit le seuil, ses bottes résonnant sur le parquet. À l'intérieur, la maison sentait le tabac et la terre. Des photographies d'elle avaient tapissé le manteau de la cheminée, chevaux, cavaliers, médailles, et sur plusieurs d'entre elles, Winston, mais sous des noms différents, Régal, H, Barlow. Mêmes yeux, même cheval. J'attendais ce jour avec impatience, dit doucement Finch en s'installant dans un fauteuil. Ton père savait qu'il viendrait. Il espérait juste qu'il ne te tomberait pas dessus. Béatrice était assise en face de lui, carnet à la main. J'ai besoin de la vérité, dit-elle, sur Winston, sur mon père et sur ce qu'ils ont fait à Ashmore. Finch prit une longue inspiration, puis se pencha en avant. La vérité, ma fille, murmura-t-il, la vérité, c'est que Winston n'en est pas à sa première vie. Béatrice se figea. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Finch désigna d'un signe de tête la photo qu'elle avait apportée, celle avec Winston à l'enterrement. Ce cheval se souvient parce qu'il a déjà tout vécu. Béatrice fixait Harold Finch, attendant qu'il explique ce qu'il venait de dire. Pas dans sa première vie. Ces mots sonnaient comme des absurdités, ou pire, comme le genre de divagation qui accompagne l'âge et la solitude. Mais le regard d'Harold était clair. Il n'était pas confus. Il était accablé. Recommence depuis le début, dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. Harold hocha lentement la tête, fouilla dans un tiroir près de son fauteuil et en sortit une épaisse enveloppe, usée sur les bords. À l'intérieur se trouvaient de vieux documents, des rapports et des photos. Certains portaient des tampons gouvernementaux. D'autres étaient manuscrits à l'encre si délavée qu'elle avait presque disparu. Il posa une photo sur la table. On y voyait un Winston plus jeune ou un cheval exactement comme lui dans un camp d'entraînement militaire, avec Édouard l'Anglais debout fièrement à ses côtés. Ton père a été recruté pour Ashmore parce qu'il possédait quelque chose que nous n'avions pas, commença Harold. Il pouvait établir un lien avec eux, les chevaux. Il croyait, comme moi, que certains animaux possédaient des souvenirs plus forts que nous ne le pensions. Pas seulement un comportement appris, mais quelque chose de plus profond, la mémoire émotionnelle. Béatrice se pencha.
Le cheval sur la photo avait la même tache blanche, les mêmes yeux intelligents. Il ne les clonait pas, poursuivit Harold. Il n'essayait pas de construire des chevaux de guerre ni rien d'aussi spectaculaire. Tout a commencé par une question, la mémoire peut-elle traverser le corps pour atteindre l'âme? Et si un cheval comme Winston avait subi suffisamment de traumatisme, de connexion pour s'imprégner? Il marqua une pause, observant sa réaction. Winston est l'un des rares à avoir conservé cette continuité émotionnelle. On appelait ça l'écho. Béatrice sentit des frissons lui parcourir les bras. Elle avait entendu son père prononcer ce mot une fois, dans un rêve qu'elle croyait avoir imaginé. Un écho. Mais pourquoi garder le secret, demanda-t-elle. Pourquoi mon père n'en a-t-il parlé à personne? Pourquoi cacher les journaux? Harold serra les dents. Parce que le projet est allé trop loin, dit-il amèrement. Certains voulaient forcer Winston, lui rappeler des choses qu'aucun cheval ne devrait se rappeler. Des choses bruyantes, violentes. Édouard l'a sorti de là avant qu'il ne soit trop tard. Il a falsifié les dossiers du poulain. Il l'a amené à Rose-Hill. Il l'a élevé de zéro. Il pensait que le lien allait s'estomper. Il la regarda d'un air sombre. Ce ne fut pas le cas. Béatrice ferma les yeux. Tout prenait sens maintenant, le regard de Winston, sa façon de bouger, le poids qu'il portait. Harold prit une dernière enveloppe, scellée et marquée des initiales de son père, EWL. Il me l'a laissée au cas où tu viendrais la voir, dit-il. Les doigts de Béatrice tremblaient lorsqu'elle la prit. L'enveloppe était épaisse, plus lourde que prévu. Elle la retourna. Le seau se fait là. À l'intérieur, elle trouva une lettre et une carte. Un cercle rouge, dessiné au cœur de la forêt d'Ashmore, marqué seulement de 2 mots, souvenir ultime. Béatrice leva les yeux. Qu'est-ce qu'il y a dehors, demanda-t-elle. Harold ne sourcilla pas, le dernier endroit dont Winston se souvient, est celui où ton père n'a jamais osé retourner. Le vent tourna tandis que Béatrice franchissait la limite forestière d'Ashmore, la carte serrée dans ses mains gantées. Le cercle que son père avait tracé se trouvait au cœur de la forêt ancestrale, loin des sentiers équestres, loin des endroits où l'on allait ou venait encore. L'air sentait la terre humide et la mousse, et la voûte au-dessus de sa tête s'épaississait à chaque pas. Elle avait confié Winston aux soins d'Harold au village, mais déjà elle sentait son attirance, comme un fil qui la tiraillait vers quelque chose d'irrésolu. Ses bottes s'enfonçaient légèrement dans le sous-bois tandis qu'elle suivait les indications sur la carte, notant des repères effacés, un chêne abattu, un mur de pierre effondré, les vestiges d'un vieux chemin depuis longtemps envahi par les racines. C'était silencieux, pas paisible, mais étrangement silencieux, comme si la forêt elle-même contenait quelque chose. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément, ses pensées tournaient autour de son père. Avait-il emprunté le même chemin, le cœur battant comme le sien? Qu'avait-il vu dont il n'osait plus jamais parler? Et qu'avait emporté Winston de cet endroit pendant tant d'années? Au bout de près d'1 heure, elle atteignit la clairière, au centre du cercle rouge. C'était plus qu'une simple parcelle d'herbe. Elle était brûlée. Le sol était noirci par endroits. Les vestiges d'une vieille clôture en bois gisaient, éclatés et à moitié enfouis dans le sol. Au milieu se dressait un poteau métallique rouillé, brisé en haut, entouré de verres brisés et de fragments de harnais en cuir. Elle s'agenouilla et ramassa un petit médaillon, un objet militaire, gravé des initiales WL. Son père était venu ici, mais quelque chose avait terriblement mal tourné. Des images s'abattèrent dans son esprit comme des vagues, des chevaux cabrés, des cris, du feu, des sirènes. Son souffle s'arrêta et elle recula. La sensation était bouleversante, comme si un souvenir qui n'était pas le sien avait soudainement surgi en elle. Elle se toucha la poitrine, essayant de se calmer. Ce n'est pas à moi, pensa-t-elle. Ceci appartient à Winston. Mais d'une manière ou d'une autre, au fil des années passées ensemble, à chaque chute, chaque broussaille, chaque souffle, ce souvenir lui était parvenu. Elle commençait à comprendre ce que son père entendait par « transfert émotionnel ». Soudain, elle entendit quelque chose derrière elle, un léger soupir,
le bruit caractéristique de sabots foulant des branches tombées. Elle se retourna. Winston était là. Il l'avait suivi, non pas en laisse ni en cavalier, mais seul. Son regard croisa le sien à travers la clairière, et pour la première fois, elle vit clairement. Un chagrin profond, indicible, celui qu'il habitait depuis toutes ces années. Puis Winston se dirigea lentement, délibérément, vers le centre de la clairière. Il baissa la tête et commença à gratter le sol. Le sabot de Winston frappa à nouveau le sol, plus violemment cette fois. Béatrice resta figée, le regardant gratter le sol noirci, les narines dilatées, la queue agitée de tension. Il y avait quelque chose de désespéré dans ses mouvements, comme s'il ne se contentait pas de creuser, mais de découvrir. Béatrice s'approcha de lui, le cœur battant, et se laissa tomber à genoux à ses côtés. « Que essaies-tu de me montrer » murmura-t-elle. La terre était meuble, remuée. Elle commença à creuser avec ses mains, ignorant la terre sous ses ongles, le froid qui lui mordait le bout des doigts. À quelques centimètres de profondeur, ses doigts heurtèrent un objet solide, métallique, rouillé et courbé. Elle enleva encore de la terre, révélant un petit fragment tordu d'une robe de mariée, portant encore le logo en relief du programme Ashmore. Juste à côté se trouvait une pochette en cuir patiné. Béatrice la sortit avec précaution, époussetant des décennies de saleté et de cendres. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photographies déformées par le temps et l'humidité. L'une d'elles montrait son père debout dans cette même clairière, tenant un jeune Winston par les rênes. Mais l'image suivante lui coupait le souffle. On y voyait un autre cheval identique à Winston, mais blessé et sous-tranquillisant. Le verso de la photo datait d'il y a 15 ans, bien avant la naissance supposée de Winston. Et puis un nom qu'elle n'avait jamais vu auparavant, Barlow cycle 3. Son père n'avait pas seulement sauvé Winston du programme. Winston était le dernier d'une longue série. Chacun d'eux était la continuation du précédent, porteur de souvenirs, de traumatismes et d'expériences. La vérité n'était pas seulement qu'il se souvenait. C'était qu'il était né encore et encore dans le même corps, avec les mêmes yeux. Elle leva les yeux vers lui, désormais silencieux à ses côtés. « Tu as vécu tout ça » dit-elle d'une voix brisée. « N'est-ce pas ?» Winston baissa la tête et lui effleura doucement l'épaule du museau. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas de l'instinct. C'était quelque chose de plus ancien, de sacré. Elle comprit soudain le poids qu'il avait porté. Les moments où il semblait hésiter à l'entraînement ou sursauter à des moments où aucun autre cheval ne réagissait. Chaque hésitation était un souvenir. Chaque pause, un rappel. Et pourtant, il lui avait fait confiance. Il était revenu vers elle. Béatrice sentit les larmes lui monter aux yeux, non pas de tristesse, mais du poids accablant de la vérité enfin découverte. Le vent souffla, soulevant le bord de la carte tombée de sa poche. Le cercle rouge n'était qu'une des 3 zones marquées. Dans la marge inférieure, son père avait écrit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, la mémoire de Winston s'arrête ici, mais pas la mienne. Ce n'était pas fini. Il y avait encore beaucoup à découvrir, non seulement sur le programme, mais aussi sur ce que son père avait fait après. Béatrice se leva, les mains sales, les yeux brillants. Winston se tenait à ses côtés, de nouveau calme. Ensemble, ils regardèrent vers la forêt, vers ce qui les attendait dans la clairière suivante. Le ciel était devenu gris lorsque Béatrice et Winston atteignirent le 2e cercle rouge sur la carte. La forêt ici était différente, plus ancienne, plus dense, avec ses racines tortueuses et ses arbres penchés qui craquaient doucement au vent. Elle semblait intacte. Winston se déplaçait avec précaution, ses oreilles se balançant d'avant en arrière. Il se souvenait aussi de cet endroit. Béatrice le ressentait dans la tension de ses pas, dans sa façon de s'arrêter tous les quelques mètres pour écouter. Elle tenait fermement la carte, mais son sens de l'orientation lui venait désormais davantage de lui que d'un dessin. Ils atteignirent une crête basse où des pierres couvertes de mousse formaient un mur partiel, vestige d'un abri effondré depuis longtemps. En son centre se dressait un piédestal de pierre, usé par les intempéries et fissuré, surmonté de boulons rouillés.
Cela ressemblait à une fondation. Pourquoi, elle n'aurait su dire. Près de sa base, enfouie sous les feuilles et la terre, elle trouva une autre pochette identique à celle de la clairière. À l'intérieur se trouvait une liasse de lettres enveloppées dans du papier ciré. L'enveloppe du dessus était adressée de la main de son père, à ma fille si jamais elle ose me le demander. Ses mains tremblaient lorsqu'elle déplia la première lettre. Les mots d'Édouard Langlais s'étalaient sur la page, une encre qui avait pâli, mais pas disparu. Béatrice, je savais qu'un jour tu viendrais me voir. Je ne le voulais pas. J'ai prié pour que les souvenirs de Winston s'estompent avec le temps, mais ils ne l'ont pas fait. Et je vois maintenant qu'ils ne s'effaceront jamais. Il n'a jamais été qu'un cheval. Il était mon compagnon, mon test, ma culpabilité et ma rédemption. Elle lut chaque ligne lentement, absorbant le chagrin et l'amour qui se mêlaient à chaque mot. Son père n'avait pas fui le programme. Il avait tenté de l'enterrer, mais il n'y avait jamais échappé. La seconde lettre était plus courte, plus urgente. Elle parlait d'un autre homme, le docteur Emory Key, un scientifique qui avait supervisé les expériences d'Ashmore et qui s'était opposé à la décision d'Edward de les arrêter. Il voulait aller plus loin. La lettre disait, il croyait que la mémoire pouvait être utilisée comme arme, même chez les animaux. Le dernier emplacement connu de Key était le 3e cercle rouge. Le regard de Béatrice se porta sur ce dernier sur la carte, Ashmore Lodge, un domaine classé comme abandonné, au plus profond des bois. Béatrice replia les lettres et regarda Winston. Il reste un endroit, dit-elle doucement. Un autre morceau de ton histoire et de la sienne. Winston poussa un soupir et la poussa doucement vers le sentier. Ils avancèrent ensemble, la forêt s'assombrissant autour d'eux. À chaque pas, Béatrice se sentait muée et entrait dans quelque chose d'autre, la gardienne d'une histoire trop longtemps enfouie. Ils ne parlèrent pas. Ils marchèrent simplement vers le souvenir ultime et la vérité qui attendait encore d'être découverte. Le chemin menant à Ashmore Lodge était envahi par la végétation, presque entièrement repris par la forêt. Le lierre étranglait les grilles en fer pourri, et le verre brisé craqua sous les bottes de Béatrice lorsqu'elle franchit ce qui restait de l'entrée. Winston la suivit sans hésiter, l'oreille attentive, le pas mesuré. Le bâtiment avait autrefois été majestueux, un domaine de chasse transformé en avant-poste de recherche. Il se dressait désormais en ruines silencieuses, squelette de briques et de bois. Béatrice sentait le poids de l'histoire peser sur sa poitrine. Pas seulement celle de sa famille, mais de quelque chose de bien plus vaste. À l'intérieur, l'air était vicié et froid. La poussière flottait comme de la cendre dans la lumière tamisée. Elle se déplaça de pièce en pièce, guidée par les dernières coordonnées sur la carte de son père. Dans un tiroir verrouillé derrière un bureau cassé, elle le trouva, une boîte métallique scellée étiquetée, journaux de continuité de cycle confidentiel. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des négatifs décolorés et une dernière lettre. Celle-ci, du docteur Emory Key. Elle était datée de 2 jours seulement avant la mort de son père. Le message était bref mais bouleversant, vous avez eu raison de le sortir de là. Mais il est trop tard. Le lien est irréversible. Si vous avez gardé Winston, soyez prévenus. Il se souvient de tout, y compris de l'incendie. Les mains de Béatrice tremblaient. Le feu. Elle retourna le mot. Une petite photo y était accrochée, une grange en flammes. Dans un coin, la silhouette d'un cheval coincé, paniqué, et debout dehors, à peine visible à travers la fumée, un homme, son père. C'était le moment. Le moment où Winston n'avait jamais pu se libérer du traumatisme qui s'était incrusté dans chaque muscle, chaque tressaillement, chaque regard. Et son père ne s'était jamais pardonné, ni ce qu'il avait permis, ni ce que Winston avait enduré. Elle retourna dans la clairière derrière le pavillon, où subsistaient encore les fondations de la vieille grange, maintenant étouffées par les mauvaises herbes. Winston s'arrêta au bord, le corps soudain immobile. Béatrice le regarda baisser la tête et s'avancer, non pas par peur, mais par soulagement. Elle le suivit, s'accroupit près des vieilles pierres et murmura, « C'est fini. Tu es en sécurité. Il s'est pardonné, et tu peux le faire aussi. »
Winston ferma les yeux. Le vent tourna. Une feuille passa devant eux, lente et douce comme un dernier souffle. Ce soir-là, ils retournèrent à la ferme Rose-Hill. Le soleil baissait, projetant une lumière dorée sur les pâturages. Béatrice se tenait à la barrière tandis que Winston broutait paisiblement à proximité. Elle tenait la dernière lettre de son père à la main, non ouverte, mais elle n'avait pas besoin de la lire. Elle comprenait maintenant. Son père n'avait pas seulement sauvé Winston. Il lui avait fait confiance pour faire connaître la vérité non pas par la science ou des dossiers, mais par la compassion. Winston leva les yeux et croisa son regard. Et à cet instant, Béatrice ne ressentit ni poids, ni peur, seulement de la clarté. L'histoire ne concernait plus le passé. Elle concernait l'avenir. Et cette fois, ils l'écriraient ensemble.